Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo juste avant le contrôle terminal d'attribution causale et du jugement des personnes. Aujourd'hui en fait on va juste venir un peu tester vos connaissances entre guillemets au travers d'un dernier petit quiz pour s'entraîner. Et aujourd'hui du coup cette vidéo parlera de l'impuissance acquise et de la Control Level Theory. Alors sur ce, juste avant de commencer je voulais juste vous dire que pour la méthode du diapo j'ai un petit peu changé, j'ai fait un peu comme pour le contrôle continu. Sauf qu'au niveau des réponses, en fait, je cite des notes, je cite une partie de mes notes, quoi. Voilà. Et donc, je vous laisserai peut-être pas 10 secondes, mais juste 5, et puis voilà, pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Sur ce, je commence tout de suite, et n'hésitez pas à me dire votre score, ou à me dire juste si vous pensez que vous allez réussir ce petit contrôle terminal qui arrive maintenant dans moins de 24 heures. Et donc, on commence tout de suite. Donc, première question, quelle est la définition donnée de l'impuissance acquise par Seligman en 1975? Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste mettre 5 secondes. Voilà. Hop, et après, j'affiche la réponse. Alors, Seligman décrit en 1975 la résignation acquise. Donc oui, impuissance acquise, résignation acquise, c'est la même chose. Comme l'effet de l'incontrôlabilité d'un événement qui vient impacter les apprentissages et conduite d'évitement. Hop, que nous montre le résultat de l'expérience de Seligman et Overmier, ou Overmeyer, je ne sais pas comment on dit, en 1900, faite en 1967. Alors, les résultats montraient que les chiens qui recevaient inévitablement les chocs électriques au cours de la première phase, donc là c'était le groupe expérimental 1, ne cherchaient pas à éviter le choc alors qu'ils le pouvaient, et montraient de l'apathie, donc pas d'agressivité ni de grognement. Donc il y avait la phase d'exposition, donc où ils recevaient, où le groupe expérimental 1 recevait inévitablement des chocs électriques, et la phase test, où en fait là, il y avait une part de contrôlabilité au sens où le chien pouvait éviter les chocs électriques en passant d'une cage à l'autre. Donc les chiens provenant des autres groupes cherchaient à éviter les chocs électriques et n'étaient pas apathiques. Donc ainsi, grâce à cette expérience, Seligman et Auvergne ont défini l'état de résignation acquise comme un état faisant suite à des expositions euh, et des stimulations aversives et incontrôlables qui empêchent l'apprentissage de conduites adaptatives futures. Et donc cet état provoque un déficit motivationnel, émotionnel et cognitif. Que c'était un rapport à une fuite hasardeuse où je reviens pas trop dessus. Hop. Alors oui, juste aussi, une petite précision, il y a 11 questions pour la puissance acquise et 10 pour la course sur le level theory. Donc ensuite, avec quel sujet Hiroto vient en 1974 tester les effets de l'impuissance acquise? Quels sont ses résultats? Alors Hiroto a appliqué cette expérimentation à des humains en 1974, enfin pas avec des cages électriques heureusement, c'était juste avec des pièces où il y avait des bruits désagréables. Et les sujets ayant eu des bruits désagréables inévitables ne cherchaient pas à changer de pièce lors de la seconde phase, donc la phase contrôlable, ni même à se boucher les oreilles. Heureusement, l'homme a une meilleure restauration à l'impuissance acquise, ou apprise. Il a provoqué cependant temporairement des effets sur l'humeur, de l'anxiété, ainsi qu'une diminution de l'estime de soi. Quelles situations qui peuvent être vécues dans un milieu écologique peuvent entraîner cet effet d'impuissance acquise? Donc n'hésitez pas à mettre en pause. Donc ces effets seraient semblables à certaines situations difficiles dans la vraie vie, comme l'échec scolaire, une longue période de chômage ou encore aux effets du vieillissement. Finalement, les effets de cette impuissance apprise entraînent des conséquences moins longues mais plus étendues. Cet état est aussi possible avec des événements positifs et s'ancre dans le besoin de contrôle et le sentiment de maîtrise des individus. Il est généralisable à d'autres situations. Donc là, c'est comme pour l'expérience suivante, que nous montre le résultat de l'expérience de Hiroto Sigman en 1975. Alors cette expérience vient montrer que l'impuissance acquise provoquée par des bruits aversifs incontrôlables a été généralisée aux énigmes solubles et vice-versa. Donc ça, je peux, si vous
ne voyez pas trop de quoi je parle, vous pouvez revenir sur la vidéo, tout simplement sur le CM qui était, c'était quel CM? C'était le quatrième cours magistral d'attribution causale. Et du coup, le vice versa, c'est tout simplement lorsqu'on avait des énigmes insolubles, et ben, on ne venait pas, essayer d'arrêter, enfin d'empêcher le bruit inversif de venir, alors qu'on pouvait l'empêcher, on pouvait le contrôler en fait. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des effets croisés. Donc du coup, la sixième question. Quel modèle vient expliquer l'impuissance acquise au travers de l'attribution causale? Alors c'est le modèle d'Abramson en 1978 qui vient ajouter l'attribution causale comme médiateur de l'impuissance acquise. Alors selon ce modèle, l'absence de contrôle donné à l'échec lors de l'attribution causale viendrait diminuer les attentes lors d'une performance future et ainsi produirait cet état de résignation acquise. Pour les événements négatifs, l'attribution causale doit être de dimension incontrôlable, mais aussi stable et globale. Ainsi, Abramson vient mettre en lien la résignation acquise avec la dépression. Donc ensuite, qu'est-ce que la variable dispositionnelle qu'il a ajoutée au modèle d'Abramson et quand? Alors Peterson et Seligman viennent ajouter à ce modèle en 1984 la notion de variable dispositionnelle. Il s'agit de certaines personnalités qui auraient un style attributif tendant le plus souvent vers des attributions internes stables et globales. Donc finalement, ton variable dispositionnelle et style attributif, ça, en fait, je pense que c'est à peu près la même chose pour moi. Donc oui, en fait, ça serait un variable dispositionnelle à tendre vers le pessimisme, en fait. Donc ensuite, quelle est la principale différence entre une impuissance universelle et une impuissance personnelle, laquelle est la plus néfaste pour un individu? Alors une dépression a plus de chances de s'installer si l'impuissance est vécue comme personnelle et non universelle. Donc, autrement dit, l'impuissance personnelle est beaucoup plus néfaste qu'une impuissance universelle. L'impuissance universelle induit que les autres non plus ne contrôlent pas un événement, donc par exemple le changement climatique, et il peut engendrer de l'anxiété, mais pas de la dépression, contrairement à l'impuissance personnelle, où l'individu estime sa situation incontrôlable, alors que les autres réussiraient à la contrôler. Donc là, c'est l'exemple de la scolarité, au sens où l'individu n'arrive pas euh, à suivre les temps d'échec scolaire, alors que ses camarades ou les gens de sa classe, eux, réussissent parfaitement à suivre le rythme, entre guillemets. Donc là, on est bien dans une impuissance personnelle. Alors ensuite, quel est le but d'une thérapie attributionnelle? Alors le but de ces thérapies est de modifier les attributions causales des individus. On cherche à donner une explication plus contrôlable, instable, spécifique, voire externe si possible. Par exemple, lorsqu'un enfant rate son contrôle de maths, il explique en disant qu'il est mauvais en tout, plutôt bon en rien. Le thérapeute ou l'expérimentateur, si c'est une étude qui est faite, peut aider à modifier l'explication donnée. Donc par exemple, il dit que c'était ce contrôle qui était très difficile, donc là c'est cause externe, qui ne choue que très rarement en maths, donc là c'est une part un peu instable, et c'est uniquement sur ce chapitre que tu as rencontré des difficultés. Là ça ajoute de la spécificité, donc autrement dit, c'est juste, enfin, il n'est pas mauvais complètement en maths ou en toutes les matières dans la scolarité. Alors quelles sont les trois phases d'une thérapie attributionnelle? Alors la thérapie se passe toujours en trois phases. Phase d'identification du problème. Donc autrement dit, est-ce qu'il a des attributions problématiques, donc c'est-à-dire internes, stables, incontrôlables et globales. Donc il y avait l'exemple de la phrase prototypique du dépressif qui dit je suis bon en rien, je suis incapable de faire quelque chose de bien. Donc ça typiquement c'est le genre de phrase qui dans cette attribution vient mettre une part d'interne, de stable, et ce qui globalise en disant je suis mauvais en tout en gros, ou bon en rien. Alors donc il y a une phase de mise en place d'un protocole, bien évidemment son application, et une phase de mesure des effets. Alors ainsi de nombreuses expérimentations utilisant les thérapies attributionnelles ont été effectuées depuis les années 70, à la fin des années 70.
Donc là, c'est la petite question bonus, parce que voilà, je fais une petite 11e question, quoi. Et pouvez-vous résumer l'expérience de Parker, Perry et collaborateurs en 2016? Alors en fait, celle-là, je n'en avais pas parlé dans ma petite vidéo sur l'impuissance acquise. Enfin, c'était même la partie 2, il me semble. J'avais juste parlé de Joy Cox et collaborateurs, et là, je passe à Parker, Perry et collaborateurs. Où en fait, il me semble que c'était aux États-Unis, au Canada. Et en fait, ils ont mesuré les effets d'une thérapie attributionnelle sur les performances d'étudiants en école sportive. Donc, si j'ai bien compris, c'est un équivalent américain du STAPS, quoi. Et du coup, globalement, au pré-test, ils avaient mesuré le contrôle perçu par ces étudiants. Donc, est-ce qu'ils estimaient avoir un fort contrôle de la situation au niveau des résultats de leurs études ou non? Et du coup, cette thérapie attributionnelle va venir en fait changer la donne en fait. Donc leurs résultats montrent que les étudiants avec un faible contrôle perçu en amont de l'expérience, donc en pré-test, abandonnaient moins et il y avait de meilleures performances après une remédiation par rapport au contrôle. Donc la remédiation, elle est écrite sur le diapo. Voilà. Parce que je me souviens plus très bien, il y a trois petites étapes, pas les mêmes que celles que j'ai dit à la question précédente, c'est trois petites étapes. Et, et ces trois petites étapes font que voilà, il y a moins d'abandon et il y a de meilleures performances. Donc voilà, il y avait aussi des graphiques là-dessus. Et par contre, il n'y a pas d'effet significatif si l'étudiant a dès le début un fort contrôle perçu. Donc ça montre vraiment l'importance d'une attribution de la contrôlabilité sur les performances dans le milieu scolaire, universitaire. Hop, on est déjà à la moitié de la vidéo et on passe maintenant à la consual level théorie. Hop. Ah, du coup, la première question, qu'est-ce qu'un construit et quels sont ses deux niveaux? Alors, un construit, c'est tout simplement une représentation mentale qui est abstraite. Donc une représentation mentale, ça fait un peu penser aux connaissances, aux cognitions dans l'univers cognitif de Heider. Ça ressemble un peu à ça, c'est une représentation mentale abstraite. Et ce sont ces mêmes construits qui sont en partie responsables de l'empathie et de la théorie de l'esprit. Alors, abrégé de façon dichotomique, parce qu'à la base c'est sur un continuum, mais souvent, pour un peu simplifier les choses au niveau théorique, on vient dichotomiser. Et donc on posséderait deux niveaux de construit, donc qui va du haut au bas niveau. Et donc la représentation d'un objet, donc un objet ça peut être même une valeur ou une personne, sera différente selon le niveau de construit, donc qu'il soit haut ou bas. Maintenant, quelles sont les quatre différentes distances psychologiques? Alors, une distance psychologique peut être d'ordre temporel. Donc, par exemple, s'imaginer fêter ses 30 ans, enfin, se projeter dans 5 ou 10 ans. Donc, il peut y avoir une distance aussi spatiale, sociale et factuelle. Donc, factuelle, c'est quand on utilise le conditionnel, c'est si j'aurais fait ça. Par exemple, si ce matin je n'avais pas été en cours, j'aurais dormi tranquille dans mon lit. Alors ensuite, quel niveau de construit est engendré par une forte distance psychologique? Comment ce niveau représente-t-il un objet? Alors une forte distance psychologique euh, engendre en fait un construit de haut niveau. Et donc en fait, ce construit de haut niveau ne va pas servir à décrire l'objet. Par exemple, là, on avait pris l'exemple de l'ordinateur. Il ne va pas servir à décrire l'objet, mais plus se consacrer sur son utilité générale. Donc ce construit abstrait permet de décrire la finalité de l'objet. Et non pas chaque élément. Où est la touche A, où est la touche N, comment on fait un crochet. Ça, ce serait plus du coup le bas niveau. Alors ensuite, citer une étude qui montre l'existence d'une forte relation entre les différentes distances psychologiques. Alors là, il y en avait deux présentées en cours, mais moi j'ai retenu celle de Baranan, je sais pas comment on dit, et collaborateurs en 2007, où en fait ils avaient fait une tâche de troupe adaptée, où je me souviens j'avais fait un petit schéma, où en fait
il y avait une situation congruente ou incongruente entre la distance temporelle et la distance spatiale. Lors d'une situation congruente, donc distance temporelle proche, distance spatiale proche en même temps présentée au sujet, à ce moment-là, euh, le sujet mettait moins de temps à lire le mot, entre guillemets. Plutôt que si on était en situation incongruente, distance temporelle faible, distance spatiale forte. Donc là, oui, j'avais fait un schéma, donc c'était mon petit résumé pour le 6e cours magistral. Donc maintenant, citer une étude qui montre une covariation entre la distance psychologique et l'utilisation d'un niveau de construit. Alors, on a Lieberman et Foster en 2009 qui ont montré cette corrélation en activant d'abord une certaine distance psychologique avant de faire passer au sujet une tâche de Nevon. Donc, la tâche de Nevon, c'est, vous savez, c'est quand il y a des petites lettres locales qui viennent former une lettre globale. Donc typiquement, par exemple, avec des H, plein de petits H, on forme un S à partir de ces petits H. Et donc en fait, suivant la distance psychologique qui était d'ordre temporel pour Lieberman et Foster, ah non, ils ont aussi fait social et spatial, j'avais oublié. En fait, la détection des lettres globales dépendait de la distance psychologique. Donc, autrement dit, si la distance psychologique est faible, on s'intéressait aux lettres locales, donc là aux détails en fait, donc aux petites lettres, alors que si c'était une distance psychologique forte, donc typiquement l'année prochaine, les sujets voyaient déjà la lettre globale formée. Donc en fait, c'est euh, le global, le général, quoi, et non pas les détails. Alors ensuite, quels auteurs montrent une absence du biais de correspondance avec l'utilisation d'une distance psychologique faible? Alors il s'agit de Nussbaum et collaborateurs en 2003 qui viennent prouver que le biais de correspondance n'est présent que si la distance temporelle est forte. Ainsi que il y a aussi Anderson et collaborateurs en 2006 qui ont fait de même avec une distance spatiale faible. Donc, donc autrement dit, il n'y a pas de biais de correspondance lorsque la distance psychologique est faible. Il y a le biais de correspondance uniquement si la distance psychologique est élevée. Donc je me souviens pour le spatial avec Anderson et collaborateurs, c'était avec typiquement euh, comment dire, c'était avec Fidel Castro, un étudiant qui devait donner son avis sur Fidel Castro, et on faisait ou pas le biais de correspondance selon son lieu, s'il avait écrit dans le campus même ou en Italie. De toute manière, la prochaine question va venir un peu éclaircir ce que je viens de baragouiner. Donc décrivez le paradigme de John C. Harris en 1965, utilisé dans les études présentées à la réponse précédente. Alors dans leurs expériences, les deux groupes d'auteurs vont utiliser le paradigme de John C. Harris, et en fait ce paradigme consiste à présenter au sujet un texte avec une position contre-normative écrite par l'individu X. Donc contre-normative, typiquement aux États-Unis, être pour la politique de Fidel Castro durant la fin des années 60. Parce qu'aujourd'hui, Fidel Castro, ça fait un moment que. Je crois qu'il est mort maintenant même. Donc, on précise si cet individu X était contraint ou non à écrire sous cette position. Donc, en fait, là, il y avait l'exemple de la gratuité des études. Donc, est-ce que l'étudiant était obligé ou non d'écrire des arguments pour ou contre le... la gratuité des études? Donc, en ignorant le contexte, le biais de correspondance va associer le texte écrit à des traits, donc la personnalité de l'individu X. Donc, autrement dit, alors ici, il est pour la gratuité des études, c'est parce qu'il est riche égoïste, en ignorant complètement le contexte qui fait que l'individu X est obligé d'écrire des arguments pour la gratuité des études. Donc là, biais de correspondance, je rappelle, on oublie en fait le contexte et on met ça, euh, on associe l'événement à des causes un peu abstraites et internes, notamment les traits de personnalité. Donc en plus du biais de correspondance, sur quoi joue la variation de la distance psychologique? Et donc là, on est uniquement dans la partie perception d'autrui, entre guillemets. Alors ça va jouer sur la consistance des comportements perçus. Donc là, notamment, lorsque on a une forte distance psychologique
on va voir les comportements d'un individu d'autrui comme plus consistants quelle que soit la situation. Donc ça joue aussi sur la recherche d'informations sur autrui. Donc lorsqu'on a une forte distance psychologique, lorsque par exemple on essaie de prédire le comportement de quelqu'un dans par exemple un an, on va plus s'intéresser à lui sur des traits, sur la part abstraite. Enfin, de la part abstraite, pardon. Donc ensuite, ça joue aussi sur la représentation des actions. D'ailleurs, je vais lui mettre un S à action. Donc la représentation des actions avec notamment, il y avait l'exemple de Fujita et collaborateurs en 2006, avec le déménagement, ou une forte distance spatiale, donc typiquement un déménagement d'un point enfin, où il va à l'autre bout du pays, typiquement, induisait des représentations des actions un peu plus vagues et globales, ou typiquement dire sécuriser la maison au lieu de fermer les portes à clés. Donc là on voit bien par global, par un peu plus spécifique, fermer les portes à clés c'est un peu plus concret quoi. Et pour finir, ça joue aussi sur la prédiction d'événements, donc Anderson Carpenter en 2006, avec l'entreprise qui fait une petite descente comment dire, au niveau des gains d'argent, donc une petite perte du coup. Et suivant la distance temporelle associée, on va soit être dans une part pessimiste où on va penser que ça va continuer à descendre, ou dans une part positive, donc par exemple on se projette dans un an, oh, finalement ça va revenir à un état stable. Typiquement, tout ça j'en avais parlé dans mon petit résumé sur le système cours magistral. Alors, quels auteurs montrent une absence du biais acteur-observateur avec l'utilisation d'une distance psychologique forte? Donc là, c'est un peu le contraire, le biais acteur-observateur n'est présent que quand il y a une distance psychologique faible, alors que le biais de correspondance, oui, n'est présent que lorsqu'il y a une distance psychologique forte. Donc faut pas confondre les deux, faut vraiment pas s'inverser là-dessus. Et donc c'est Pronin et Rousse en 2006 qui ont testé le lien entre la distance psychologique, la perspective visuelle et les attributions sur plusieurs expériences. Alors ils ont montré dans le résultat que l'effet acteur-observateur disparaissait lorsque le sujet doit se projeter dans un futur ou dans un passé ou un futur lointain, donc de 5 ans. Donc en fait ce qui se passe c'est que donc, l'auteur du sujet, enfin non pas du tout, l'auteur de l'action se projette dans 5 ans, ce qui fait qu'il va se voir un peu à la troisième personne. De cette façon-là, il va devenir observateur de lui-même et donc donner plus d'attributions causales dispositionnelles. Tout simplement, c'est comme s'il devenait en fait observateur de la situation, alors que c'est lui-même qui se projette dans 5 ans. Hop. Et du coup là c'est la petite dernière, juste parce que j'aime bien son nom, que nous montre l'expérience de Wokslak et collaborateurs en 2008. Alors, cette expérience nous montre que les sujets se décrivent de façon stable et unique avec une distanciation psychologique forte. Donc, par exemple, une distance psychologique, une distance temporelle, par exemple. Donc, quelles que soient les situations dans lesquelles le sujet doit se projeter. Donc, en gros, il va se décrire de la même façon, au niveau comportemental, qu'il soit un anniversaire, qu'il soit en train de faire une dispute avec quelqu'un, ou qu'il soit là, en train de faire une première rencontre. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, pour ce petit quiz, j'espère qu'il vous aura été utile. Et bah sinon, je vous souhaite bon courage pour le contrôle terminal. Alors juste, normalement demain ou vendredi, je vais faire une vidéo un petit peu spéciale, euh, juste après le contrôle terminal. Et je vous en dis pas plus. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, je vous souhaite aussi de bonnes révisions.